Bien, bonjour à tous. Donc, comme Pascal le disait, en ce qui concerne l'actualité pour l'année 2023, donc l'année a été marquée par de nouveaux développements réalisés en ce qui concerne les nouvelles technologies qui s'appuient sur la technologie blockchain. Donc, on parlera en particulier des principes unidroits relatifs aux actifs digitaux, ainsi que l'adaptation du droit français au règlement régime pilote. Donc, par ailleurs, la directive relative aux droits des actionnaires révisée a fait l'objet de consultations de l'ESMA et de la Commission européenne. Et en 2024, on apportera également une attention particulière à la finalisation de la Retail Investment Strategy et à la publication en France de textes permettant de renforcer l'attractivité de la place de Paris. Alors, je vous propose d'analyser tour à tour chacun de ces sujets avec tout d'abord donc les principes unidroits sur les actifs digitaux. Donc, pour rappel, UNIDROIT, c'est une organisation intergouvernementale indépendante qui compte 65 États membres. Son objectif est d'harmoniser et de moderniser le droit international privé entre ces États membres qui sont issus d'une grande variété de systèmes juridiques, donc continentaux et anglo-saxons notamment. Donc, UNIDROIT a récemment publié 19 principes relatifs aux actifs numériques. Donc, ces principes ont un double objectif. Premièrement, fournir des règles et des orientations claires concernant les transactions numériques, et ensuite encourager les États à adopter des législations conformes à ces principes. Donc les principes ont été rédigés à une grande échelle dans l'intention qu'ils soient neutres sur le plan technologique, neutralité qu'on retrouve également dans l'esprit des textes règlement régime pilote et MiCA. En ce qui concerne son champ d'application, donc le principe 2.2 définit un actif numérique au sens large, comme tout enregistrement électronique susceptible d'être soumis à un contrôle. Donc, ce caractère général des définitions contenues dans les principes signifie qu'elles incluent, parmi d'autres actifs numériques, les crypto-monnaies, bien sûr, les jetons, mais aussi, et contrairement à MiCA, les titres financiers digitaux lorsqu'ils sont enregistrés dans une blockchain. Donc, je vous propose de regarder 4 points essentiels de ces principes. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne le droit de propriété, les principes établissent que les actifs numériques peuvent faire l'objet de droits de propriété. Cela peut signifier que dans certaines juridictions, les actifs numériques pourraient être classés comme des biens, mais cela, ça restera à la discrétion de chaque État. On notera sur ce point que le droit français, qui reconnaît quand même assez largement un droit de propriété sur les biens immatériels, comme les titres financiers, est silencieux sur le régime applicable aux actifs numériques. Donc le droit français a en effet commencé par encadrer les services sur les actifs numériques, notamment services de conservation, sans décrire précisément le régime applicable à l'actif numérique lui-même. Ensuite, en ce qui concerne la détermination de la loi applicable, donc les actifs numériques sont de nature immatérielle et les transactions qui les concernent sont souvent effectuées sans localisation physique. Donc, par conséquent, il peut être difficile de déterminer quelle sera la loi applicable. Donc, pour la détermination de la loi applicable aux actifs numériques, les principes prévoient des critères de rattachement au moyen d'une structure en cascade, donc pour la détermination de cette loi applicable, dans l'ordre de priorité suivant. Donc, tout d'abord, la loi applicable serait celle de l'État spécifié dans l'actif numérique, puis ensuite la loi de l'État spécifiée dans la blockchain où l'actif numérique est enregistré, et enfin celle de l'émetteur, le cas échéant de l'actif numérique. Et puis il y a aussi, notamment en matière de conservation d'actifs numériques, une liberté de choisir la loi applicable, c'est-à-dire que les parties seraient libres de choisir la loi applicable à leur relation. Donc sur ce point, les principes se rapprochent de la Convention de La Haye du 5 juillet 2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres, et donc en privilégiant la liberté des parties au détriment de la lex recitae, c'est-à-dire la loi de situation de l'actif, ce qui risque d'encourager un choix des lois les moins contraignantes et donc de créer des distorsions dans les marchés des services financiers, alors que, bien entendu, il est crucial d'assurer une sécurité juridique quant à la loi applicable aux questions qui concernent la détention, l'opposabilité et le transfert de propriété d'actifs numériques, d'autant plus lorsqu'on se trouve dans un contexte international. Ensuite, on a également une définition du contrôle d'un actif numérique, puisque les principes ne s'appliquent qu'aux actifs numériques, ça fait partie des définitions, pouvant faire l'objet d'un contrôle. Et donc, ce concept de contrôle est essentiel dans l'ensemble des principes. Donc, les principes définissent le contrôle comme une question de fait qui existe lorsqu'une personne peut établir qu'elle a la capacité exclusive de maîtriser et de transférer l'actif numérique à une autre personne. Donc cette notion de contrôle, elle est bien entendu indispensable pour fixer une règle en matière d'acquisition de bonne foi en cas de transfert d'un actif numérique. Cette règle, on la retrouve également en ce qui concerne les transactions sur les titres financiers.
Et donc la notion du droit français qui s'en rapprocherait le plus serait celle probablement de maîtrise qui est employée à propos du service de conservation d'actifs numériques pour compte de tiers. Et enfin, bien sûr, c'est le point qui nous intéresse peut-être le plus, c'est la conservation d'un actif numérique. Donc le chapitre 4 des principes examine la notion de conservation, c'est-à-dire lorsqu'un actif numérique est conservé pour le compte d'un tiers. Il s'agit notamment de déterminer les obligations qui incombent à un conservateur envers son client, parmi lesquelles l'interdiction de transférer ou d'utiliser des actifs numériques, l'obligation de se conformer aux instructions du client et bien entendu l'obligation de sauvegarder les actifs numériques du client. Donc, pour autant, compte tenu de la spécificité de la blockchain, et notamment de son caractère décentralisé et public, il restera à vérifier comment ces principes s'appliqueront en pratique, notamment en termes de ségrégation des actifs ou de leurs moyens d'accès. Donc, et pour la suite, donc, il reste donc à savoir dans quelle mesure ces principes seront influents, notamment sur le droit des titres existants. Donc, au final, ces principes unidroits présentent un haut degré de technicité, mais pour autant sont encore source d'incertitudes réglementaires, tant sur leur champ d'application que sur des problématiques de conflit de loi dont je parlais, tout en étant précisé que Unidroit et la conférence de La Haye ont lancé un projet conjoint de détermination de la loi applicable à la détention et au transfert transfrontière d'actifs numériques en juin 2023. Donc, pour mémoire, donc France Post Marché a pu faire part de ses inquiétudes, notamment sur les problématiques de loi applicable, lors d'une consultation sur les principes lancés par Unidroit début 2023. Alors ensuite, pour rester toujours dans les nouvelles technologies, donc en ce qui concerne l'adaptation du droit français au régime pilote, donc pour rappel, donc le 2 juin 2022, le règlement européen sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie blockchain a été publié au journal officiel. Son objectif est d'introduire un cadre réglementaire harmonisé et attractif conciliant marché financier traditionnel et nouvelles technologies qui s'appuient sur la technologie blockchain. Donc, Haroun en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc, quelques notions importantes à avoir en tête. Tout d'abord, les instruments financiers éligibles, ce sont donc les actions, les titres de créance et les parts ou actions d'organismes de placement collectif. Donc, je ne reviendrai pas sur les infrastructures DLT, puisque Haroun en a parlé, mais grosso modo, on en a trois. On a les DLT MTF, donc les plateformes de négociation sous forme de blockchain, les DLTSS, donc les plateformes de règlement et livraison opérées par des dépositaires centraux. Et enfin, la troisième catégorie qui a été créée par le régime pilote, que l'on appelle le DLT TSS, qui combine les deux précédents. Donc, bien entendu, le fait d'être habilité en tant qu'infrastructure de marché DLT permet de bénéficier de certaines exemptions à la directive MIF et à CSDR, notamment en termes d'obligations d'intermédiation, de déclaration des transactions. On parlera également des dérogations aux règles d'inscription comptable et de discipline de dénouement. Donc en France, c'est l'article 7 de la loi DADU 3 qui a visé à accueillir les modifications législatives nécessaires pour s'assurer que notre droit national des titres soit cohérent avec le régime européen, instauré par le régime pilote. Donc notre droit national des titres dans le Code monétaire et financier a été modifié directement. On aurait peut-être pu préférer qu'un instrument législatif ad hoc soit publié, dans la mesure où le régime pilote a une vocation temporaire, puisqu'il est applicable de 3 ans, renouvelable une fois. Donc un troisième alinéa a été ajouté à l'article L207 du Code monétaire et financier pour prévoir la possibilité, toujours dans le cadre du régime pilote, d'une inscription des titres admis aux opérations d'une infrastructure DLT, donc DLT SS ou TSS. L'article L112.6 du Code MOFI a également été complété afin de permettre que toutes les transactions auprès d'une infrastructure de marché DLT puissent être réalisées en monnaie électronique. Et enfin, ce même article a réparti les compétences entre l'AMF, la Banque de France et la CPR pour l'habilitation et la supervision des infrastructures de marché sous la forme de DLT. Donc pour autant, quelques questions restent ouvertes. La première, c'est qui concerne l'intermédiation des titres émis auprès d'un DLTSS ou TSS, puisqu'il n'existe pas aujourd'hui d'orientation précise quant aux modalités de détention des titres dans le cadre du régime pilote en France. Et donc dans les grandes lignes, s'agissant de titres au porteur nécessairement détenus auprès d'un teneur de compte conservateur en l'état actuel du droit français, on se pose la question de savoir si cette intermédiation sera toujours requise. Donc, le cas échéant, le régime actuel de la tenue de compte de conservation semble toujours pouvoir s'appliquer à un établissement teneur de compte conservateur qui participerait
à une infrastructure DLT. Et dans le cas contraire, ça reviendrait à dire que le DLTSS ou le TSS assurerait un rôle de conservateur et donc de teneur de compte, et que la propriété des titres sera nécessairement reconnue dans ces livres, ce qui n'est pas du tout prévu aujourd'hui par le droit français, et bien au contraire. Donc, le second point, ça va concerner la finalité des dénouements, puisque le régime pilote permet de ne pas déclarer un DLT, SS ou TSS en tant que système de règlement livraison au sens de la directive finalité de 98, sous réserve de prévoir des mesures compensatoires afin d'atténuer les risques liés à l'insolvabilité. Donc, pour rappel, le principal effet d'un système déclaré au sens de la directive finalité est de permettre de déroger au régime de la faillite applicable à chaque participant à ce système. Et donc, entre autres choses, cela permet de déroger aux nullités de la période suspecte, qui sont bien entendu généralement prévues par les régimes nationaux de faillite, et donc de ne pas remettre en cause des opérations qui auront été dénouées depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc cette dérogation au régime de la faillite a bien entendu pour objectif de protéger les participants solvables et bien entendu l'intégrité du système lui-même. Donc si un DLT, SS ou TSS ne devait pas être déclaré en tant que système au sens de la directive finalité, il semble difficile, voire impossible, d'obtenir des effets similaires à ceux de la directive finalité en se basant sur un fondement qui serait par exemple uniquement contractuel. Donc en d'autres termes, un dénouement ne pourrait jamais être réellement considéré comme final durant la période suspecte d'un participant si celui-ci devait faire faillite ultérieurement. Donc on peut anticiper sur ce point que les projets de DLTSS ou TSS qui émergeront. Comme disait Haroun, pour le moment, on n'a pas eu beaucoup de projets qui ont été déclarés. Il sera sans doute préférable qu'il se déclare lui-même ou qu'il se fasse déclarer en tant que système de règlement de livraison au sens de la directive finalité. Alors, je vous propose de passer à la Retail Investment Strategy. Donc, le 24 mai 2023, la Commission européenne a publié sa proposition législative sur sa stratégie d'investissement de détail dans l'Union européenne. Donc cette proposition consiste en une directive omnibus unique qui modifie plusieurs directives, donc UMIF 2, IDD, AIFMD et UCITS, dans le cadre du projet d'Union des marchés de capitaux, et vise donc à offrir des possibilités d'investissement accrues et à renforcer les règles de protection des investisseurs de détail. Donc, bien que des tentatives aient déjà été faites pour harmoniser les exigences réglementaires entre les différents types de canaux de distribution, il s'agit donc de la première initiative globale dans le cadre de laquelle la Commission européenne vise à modifier des exigences organisationnelles et de conduite applicables aux acteurs financiers dans leur ensemble. Donc à la fois les prestataires de services d'investissement, mais aussi les assureurs. Donc parmi les sujets, un point clé concerne la question de savoir comment traiter les incitations. Cela a déclenché un débat entre le décideur politique, les États membres et le secteur des services financiers. Et donc, dans ce contexte, alors qu'une interdiction totale des incitations en matière de conseil peut avoir été envisagée pendant un certain temps par la Commission, une telle mesure restrictive n'a pas été retenue, mais au profit d'une interdiction limitée aux incitations pour les ventes réalisées sans conseil. Et donc, en tout état de cause, cette proposition reste ambitieuse, car la Commission européenne propose une refonte en profondeur de l'ensemble du cadre des incitations et un renforcement des exigences de conduite pour les acteurs financiers. Je vous propose d'aborder 3 points essentiels de cette proposition. Donc, tout d'abord, la gouvernance des produits. Donc, la Commission européenne propose de modifier les exigences en matière de gouvernance des produits qui sont notamment établies dans le cadre de MIF 2 et de la directive IDD. Donc, un renforcement important de la gouvernance des produits et des exigences en matière de tarification autour du concept de value pour monnaie est donc très impactant puisqu'il obligerait à comparer le rendement et les frais par rapport à des références externes, ensuite à justifier le référencement de produits réputés peu performants et enfin à produire auprès du régulateur une déclaration relative au coût des produits. Ensuite, en ce qui concerne les rétrocessions, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc la Commission européenne propose de modifier dans une large mesure le cadre des rétrocessions qui soulève d'importantes questions opérationnelles liées à la capacité de distinguer les instruments financiers achetés avec ou sans conseil pour un même client. Donc les exigences varieront en fonction du type de produit de service fourni.
Ensuite, en ce qui concerne les coûts et charges, tout d'abord, une obligation de publication des coûts et charges ex ante. Donc, ces modifications peuvent avoir une incidence sur la détermination des coûts à divulguer et à leur méthode de calcul. Donc, les entreprises devraient divulguer les coûts explicites et implicites, y compris les coûts de service, les coûts des produits, toutes les rétrocessions payées ou reçues, et comment le client peut les payer. Donc, par conséquent, cela pourrait impliquer un réexamen complet des coûts pour tous les produits actuellement en distribution. Et ensuite, il y a les publications ex post, où là, la Commission propose de mettre en place des types spécifiques de rapports à fournir à un client de détail en fonction du type de service fourni. Et par exemple, pour les services d'investissement qui incluent un service de conservation, ce rapport devra inclure tous les coûts et charges implicites et explicites, y compris les coûts de service, les coûts de produits et les coûts de commission, les dividendes et les intérêts perçus, les impôts supportés par le client, et la valorisation et la performance nette de chaque instrument financier du portefeuille. Donc ces rapports devraient être fournis aux clients de détail sur une base annuelle et continue depuis le début de la relation. Donc pour les prochaines étapes, donc cette proposition sera désormais examinée et amendée par le Conseil et le Parlement européen. Elle nécessitera également l'adoption d'un certain nombre de textes de niveau 2, et donc ce sera à suivre en 2024. Alors, je vous propose de passer aux consultations relatives à la directive SRD2. Donc, pour rappel, cette directive, donc droit des actionnaires révisée, a été transposée intégralement en droit français le 16 juin 2022, donc relativement tardivement par rapport au calendrier prévu par la directive. Donc, dans la foulée, l'ESMA a lancé un appel à contribution à la rentrée 2022 donc, pour aider la Commission européenne à élaborer un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de SRD2. Cette consultation vise à recueillir, bien entendu, des renseignements sur la façon dont les participants au marché perçoivent l'efficacité des dispositions de SRD2. Un an après, la Commission européenne a elle-même lancé également sa propre consultation, donc reprenant globalement les mêmes thèmes, mais aussi avec un éventail plus large, de telle manière à, bien entendu, vérifier que la directive est bien adaptée à sa finalité. Et entre ces deux consultations, l'ESMA et l'autorité bancaire européenne ont publié un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la directive, donc notamment en prenant en compte la consultation de l'ESMA fin 2022. Donc, je vous propose de reprendre quelques points clés. Donc, tout d'abord, selon le rapport de l'ESMA, le niveau de publicité, de comparabilité des coûts facturés par les intermédiaires reste limité dans l'ensemble de l'Union. Donc, le rapport de l'ESMA et de l'EBA note que sur ces aspects, des améliorations sont encore possibles pour accroître la concurrence entre les acteurs et réduire l'impact négatif des coûts sur l'engagement des investisseurs. Donc, au contraire, dans les réponses aux consultations que nous avons faites du côté de France Post Marché, il a plutôt été constaté que les coûts d'accès à certains marchés européens, notamment en termes de traitement des instructions de vote, sont rédhibitoires compte tenu des conditions d'organisation des assemblées générales dans certains pays, avec notamment des exigences de présence physique obligatoire ou de désignation d'un mandataire. Et donc, il convient également de rappeler que les coûts de mise en œuvre et de développement nécessaires à la mise en conformité avec SRD2 ont été particulièrement élevés pour les intermédiaires, sans pour autant qu'ils aient pu les répercuter sur leurs clients. Ensuite, le rapport de l'ESMA identifie des différences dans les pratiques suivies par les intermédiaires qui peut également être due à l'absence de processus normalisé. Donc, de notre côté, côté France Post Marché, on n'a pas constaté d'amélioration particulière en termes de traitement des OST, qui étaient déjà largement harmonisés au niveau européen depuis de nombreuses années. En revanche, ce qu'on a pu constater, c'est des lacunes de la directive en termes de traitement des instructions de vote, toujours aux assemblées générales. Donc, si la chaîne d'intermédiaires doit remonter les instructions de vote par voie électronique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les émetteurs n'ont pas l'obligation de prendre en compte ces votes sous ce format. Et donc, il nous a semblé nécessaire, enfin en tout cas, il nous semble nécessaire d'améliorer le traitement des votes par voie électronique dans l'ensemble de l'Europe. Et enfin, dans son rapport, et c'est peut-être le point le plus important, l'ESMA souligne l'importance de poursuivre les efforts en vue d'une définition commune du terme d'actionnaire. Donc, pour être très clair, le marché français n'y est pas favorable, puisqu'une telle définition pourrait rentrer en conflit avec les lois nationales sur les sociétés, les biens et les valeurs mobilières de chaque État membre, surtout si cette définition a une inspiration anglo-saxonne.
Donc, on a pu suggérer à cet égard que chaque État membre communique sa définition de l'actionnaire à un organe central de l'Union et que donc ces définitions nationales soient ensuite rendues publiques, toujours au niveau de l'Union européenne. Donc, cette solution est présentée dans le rapport de l'ESMA comme une solution rapide qui pourrait être mise en place pour améliorer la sécurité juridique. Et donc, nous avons pu être entendus sur ce point. Donc, en termes de prochaines étapes, ces consultations et rapports serviront bien entendu de base aux travaux à venir de la Commission européenne en matière de réexamen potentiel de la directive que l'on peut donc attendre fin 2024, voire en 2025. Enfin, en ce qui concerne l'attractivité de la place de Paris, donc vous en avez sans doute entendu parler, mais un projet de loi relatif à l'attractivité de la place de Paris a été annoncé par Bruno Le Maire au cours des vœux aux acteurs économiques le 8 janvier dernier. Donc, en ce qui concerne ce projet, nous pouvons anticiper que ce projet de loi donc, visera à créer un régime d'action à droit de vote multiple pour les sociétés qui s'introduisent en bourse. Donc, dans les grandes lignes, les actions à droit de vote multiple sont de plus en plus recherchées par les sociétés qui s'introduisent en bourse. Elles leur permettent, ou en tout cas elles permettent à l'actionnaire principal ou historique d'une société de s'assurer une majorité des votes à l'Assemblée générale, tout en conservant une participation minoritaire au capital. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'absence d'une telle possibilité en France a conduit certains émetteurs à privilégier une cotation à Amsterdam ou aux États-Unis pour en bénéficier. Il est donc question d'autoriser les sociétés cotées qui s'introduisent en bourse à se doter d'actions à droit de vote multiples. Alors, en termes de contenu, le futur régime des actions à droit de vote multiples français devra concilier un impératif d'attractivité, bien sûr, pour les émetteurs, mais tout en préservant des garde-fous de gouvernance pour éviter des dérives qui seraient préjudiciables aux investisseurs, et donc pour borner le contrôle de l'actionnaire principal et assurer la bonne prise en compte des intérêts de l'ensemble des investisseurs. Donc le régime des actions à droit de vote multiple qui est proposé est articulé autour de 4 principaux paramètres. Le premier serait de permettre le recours à ces actions, ou en tout cas à ces droits de vote multiples, à l'ensemble des sociétés qui s'introduisent en bourse, quel que soit le marché. Ensuite, il serait question de plafonner à 10 le nombre maximal de droits de vote par action pour assurer une proportionnalité minimale entre le pouvoir et le risque de l'actionnaire principal. Ensuite, il serait question également de prévoir une clause d'extinction des droits de vote multiples au terme d'une durée maximale de 10 ans après l'introduction en bourse, et cette durée pourrait être renouvelable une fois. Et enfin, dernier point, il s'agirait d'empêcher le transfert des droits de vote multiples, c'est-à-dire que tout transfert de propriété des actions auxquelles ces droits de vote multiples sont attachés entraînerait leur conversion automatique en actions ordinaires, et ça c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve également pour les droits de vote double aujourd'hui. Et donc, au-delà de cette innovation, on peut également anticiper plusieurs mesures qui pourraient concerner l'organisation des assemblées générales d'actionnaires. Donc, il s'agirait en particulier de mieux encadrer la tenue des assemblées générales à distance ou de manière hybride, c'est-à-dire à la fois en présentiel, mais aussi à distance. Et donc, cet exercice, il est particulièrement délicat car il s'agit de concilier l'efficacité du dispositif pour les sociétés émettrices, tout en préservant, là encore une fois, la protection des droits des actionnaires. On pourra notamment citer la limitation des risques d'incidents de séance et la limitation également des recours en cas d'incident technique. C'est ce qui est attendu notamment du côté des émetteurs. Et enfin, toujours en ce qui concerne les assemblées générales d'actionnaires, et toujours dans la continuité de cette loi, mais plutôt sur la partie réglementaire, nous pouvons également anticiper une modification de la record date de J-2 à J-7, donc un allongement qui aurait pour objet de faciliter le traitement des instructions de vote par les teneurs de compte et les centralisateurs. Et on peut également anticiper une possibilité de convoquer par défaut les actionnaires au nominatif par voie électronique. Voilà pour ma partie. Y a-t-il des questions ?